Bonjour, bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition du Festival de Locarno. On se réjouit de vous trouver ici si nombreux pour fêter et célébrer l'immense talent de Golshifteh Farahani qui a reçu notre Excellence Award de Davide Campari. Et c'est aussi un grand plaisir que ce soit avec nous pour mener la conversation avec Golshifteh, notre ami Thierry Méranger de Cahiers du cinéma. Je les appelle. Veuillez accueillir Golshifteh Farahani, Thierry Méranger. Alors, je laisse la parole à Golshifteh et Thierry et je le remercie chaleureusement pour être avec nous dans cette aventure du Locarno Festival. Et Golshifteh, merci, merci, merci. Merci Giona. Tout le plaisir est pour moi, pour nous et je le sais pour tout le public de Locarno. Un grand honneur et vraiment une grande joie de vous recevoir aujourd'hui. Mais ce que je vous propose, c'est d'évoquer de façon assez libre votre vie professionnelle, votre carrière, en particulier en passant par l'angle des films. Et on reparlera d'ailleurs de cette question du rapport entre vos films et votre vie, qui est quelque chose qui, je pense, mérite d'être un peu creusé. Voilà. La première chose dont j'ai envie de vous parler, c'est peut-être pas l'angle sous lequel on vous attend a priori, c'est l'angle de la musique. En regardant vos films, et vous avez fait beaucoup de films, vous avez une filmographie exceptionnelle, on se rend compte que vous jouez du piano dans Si tu meurs, je te tue, par exemple. Vous jouez de la guitare dans Patterson de Jim Jarmusch. Vous jouez du hang. Vous pourrez peut-être nous en parler aussi parce qu'on est en Suisse. Et puis, vous chantez. Hier soir, on a eu le bonheur de vous entendre chanter une chanson iranienne qui a du sens pour vous avec le groupe Coldplay. Est-ce que ce lien à la musique est quelque chose qui finalement a nourri aussi votre expérience de cinéma? Bonjour. Mon Dieu, j'attendais vraiment pas à ça. Je pensais qu'on va aller faire un talk à 10 personnes. Vraiment, je vous remercie d'être là. C'est dingue. En fait, je suis vraiment très, très touchée, étonnée. C'est ça, Locarno. Voilà. Ça, c'est pour moi, Locarno. Merci d'être là. Merci. C'est fou. La musique, oui, j'ai commencé tout avec la musique. Je ne devais pas du tout devenir actrice. Je ne voulais pas être actrice. J'étais dans une famille des acteurs et je snobais un peu le métier d'acteur. Je pensais, qu'est-ce qu'ils font, mes parents? C'est vraiment nul. Moi, je vais devenir musicien, je vais jouer le piano. Et aussi, mon père, il vraiment bloquait toutes les propositions qui venaient vers moi comme enfant. Parce que quand il y a des familles d'acteurs, il y a toujours des gens qui veulent prendre les enfants pour qu'ils jouent dans le cinéma. Mon père était vraiment comme une mur impossible. À 14 ans, moi, j'étais au conservatoire. Ils sont venus à travers de ma sœur. Et avec ma sœur, vraiment en cachet, on a fait le casting pour le film de Poirier. J'avais 14 ans. Et ils ont dit, ils voulaient vraiment que je joue dans le film. Et après, mon père, ma mère, elle pleurait comme si j'étais morte, comme si j'étais vraiment comme c'était. Elle était en deuil de quelque chose. Elle disait, elle va jamais jouer le piano, ça y est, c'est fini. Moi, je disais, non, non, non. Bref, après 14 ans, jusqu'à 17 ans, je n'ai pas joué dans les films. J'ai dit non à toutes les propositions. Et à 17 ans, quand c'était le moment d'aller à Vienne pour continuer la musique, j'avais un appartement loué, une invitation de conservatoire de Vienne. Et à ce moment-là, j'ai réalisé que je ne peux pas devenir concertiste parce que je ne pouvais pas m'asseoir plus que 20 minutes. J'étais très hyperactive, c'était impossible. Et là, j'ai commencé un peu de prendre le cinéma un peu plus sérieusement. Mais la musique était toujours comme mon ombre derrière moi. Même dans les films, tous les films que j'ai fait, même en Iran, j'ai fait à peu près 25 films avant de partir.
La musique, c'était toujours avec moi, et aussi en France. Ils me demandaient de chanter les chansons pour la fin des films, comme le film de Christophe Honoré, le film de Les Malheurs de Sophie, Jihan Shiaib, Go Home, comme je chantais pour la chanson de Bachar, qui est vraiment très beau. C'est une berceuse libanaise. Et c'est très drôle, même aujourd'hui, quand les gens, des fois, qui me demandent qu'est-ce que je fais, je dis jamais je suis actrice. Je dis je suis musicienne. Je me considère toujours comme une musicienne. Et je trouve que, pour moi, le cinéma, c'est un rythme. Et moi, je sens, si l'univers a été créé quelque part, et avant l'univers, moi, je peux parler avec Einstein, je dis c'était le son. Il n'y avait pas de lumière. C'était le son avant la lumière. Et je sens que... Et je sens que vraiment, mon lien avec le monde... Par exemple, moi, je suis myope. Je ne vous vois pas très bien, là. Mais je vous entends. Et en fait, hier soir, j'ai dormi avec mes lentilles. Et là, je n'ai pas mis mes lentilles parce que j'ai dit, je ne peux plus porter mes lentilles. Alors, c'est ça, c'est que quand des fois, je joue avec les acteurs, que je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas parce que le sang ne va pas ou le rythme ne va pas. Il y a quelque chose qui bouge pas bien. Et si on regarde les films qui sont bien, il y a toujours un rythme. En fait, c'est notre battement du cœur, je crois. Nous, les êtres humains, on a un métronome dans notre corps qui est notre cœur. Le sang qu'il faut passer. Et voilà. Et ça, je crois, c'est quelque chose qui est vraiment le lien entre nous tous. Il y a un cœur qui bat, il y a un rythme qui est dans notre corps. Et des fois, je joue avec certains acteurs que je dis « Ah, il y a quelque chose qui ne va pas ». C'est justement le rythme et le sang qui ne va pas. Des fois, l'image est très bien. L'acteur est en train de pleurer ou c'est une scène dramatique. Mais là, je vois qu'il y a quelque chose qui bouge pas, qui roule pas. Et la nature aussi, c'est tout un rythme. Les saisons sont les rythmes. C'est pour ça, je crois, le son et la musique, c'est vraiment la base de tout. Et même le lien des êtres humains avec notre corde. On a tous les instruments dans notre corps. Et voilà, en Suisse, le hang, en fait, c'est un instrument que j'ai découvert en 2003 en Inde. Et à ce moment-là, Félix et Sabrine, c'est les inventeurs de hang. En fait, il fallait envoyer les CV pour avoir un hang, je me souviens, et il fallait envoyer les cartes postales. Et moi, je les ai envoyées chaque jour une carte postale. Et je disais, je veux un hang, je veux un hang. Et finalement, je suis allée là-bas, je dis, je vais mettre ma tente ici et je ne sors pas tant que vous ne me donnez pas le hang. Il faut que je sorte avec le hang. Et je vis avec la musique. Pour moi, chaque endroit, Locarno, il y a une musique. C'est musique de la montagne, c'est musique de la rivière, la lac. Il y a une atmosphère musicale toujours dans certains endroits. Et une fois aussi, j'ai joué un rôle d'une femme aveugle où, en fait, j'ai appris que tout passe à travers... En fait, on peut comprendre toutes les personnes, tout le monde à travers le son, à travers l'atmosphère. L'atmosphère est un son. Bref, j'entends le monde plus que le voir. Voilà. Alors, justement, j'avais envie d'évoquer un premier film, un film où on ne vous voit pas, mais où on vous entend. Et c'est peut-être pas le premier film auquel on pense avec votre filmographie. C'est le film dont vous avez fait le doublage voix. C'est le film Parvana de Nora Twomey, qui est un très très beau film d'animation, si vous l'avez vu. Je pense que vous pourrez me le confirmer. Et vous faites la voix du personnage principal, de la jeune femme qui est personnage principal. Et ce qui m'a frappé, c'est qu'il y a une ressemblance évidente entre le destin de cette jeune fille, qui elle est afghane, et votre destin à vous, qui, si j'ai bien lu des choses sur votre vie, avait été aussi amené à cacher votre féminité pendant votre adolescence. Oui, alors pour celles qui ne savent pas, Parvana, c'est un dessin animé qui a été nominé aux Oscars. Et moi, j'ai fait le doublage en français. Et c'est l'histoire d'une petite fille qui doit
devenir un garçon pour pouvoir sortir de la maison, parce qu'en Afghanistan, les femmes sans hommes, ils ne peuvent même pas sortir de la maison. Il faut avoir quelqu'un, un homme avec eux. Et cette petite fille, elle est obligée de breadwinner. Le nom en anglais, c'est breadwinner. Justement, pour gagner le pain, de pouvoir manger, elle devient un garçon. Et moi... bref, pour le premier film que j'ai fait à 14 ans, ils m'ont rasé la tête. C'était vraiment métaphoriquement, c'était comme je suis devenue un soldat de cinéma. Le premier plan de cinéma que j'ai joué, j'étais devant la caméra. C'était le moment de 35 mm. Il y avait un bip dans la caméra et ça, il y avait des négatifs qui tournaient. En fait, c'était cher. Chaque bobine, c'était cher. Et là, il rasait ma tête avec une machine qui ne marchait pas très bien. J'avais beaucoup de cheveux à cet âge-là. Et c'était vraiment comme un soldat de cinéma. Après, j'ai réalisé que c'était en fait ça. Ils m'ont rasé la tête comme ils disent que voilà, tu sacrifies tes cheveux et tu deviens là, tu es une partie de cinéma pour servir avec le cinéma. Et bref, moi, j'étais vraiment garçon manqué. Et à l'âge de 16 ans, j'ai encore rasé ma tête. Et pendant 1 an, j'étais un garçon. Moitié d'un garçon, moitié de la journée un garçon, moitié de la journée quand j'allais à l'école, une fille. Et j'avais une identité complètement à part qui s'appelait Amir. Et je jouais dans la rue, les copains de quartier, on jouait au basket. J'étais très populaire avec les filles parce que chaque numéro de téléphone que je passais, les filles, elles prenaient. Je donnais les numéros de téléphone de mes potes, mes amis. Et ils étaient très contents, très enchantés. Et je donnais les informations à cet âge aux garçons qui étaient vraiment étonnés parce que j'avais des informations sur les règles, sur comment plaire les filles. Et tous les garçons étaient comme ils m'écoutaient comme je donnais vraiment les secrets de la vie. Et les mêmes garçons avec qui je jouais le soir, le matin quand j'allais à l'école, ils sifflaient pour moi. Ils ne savaient pas que je suis Amir de la nuit parce que j'avais un foulard en allant à l'école et ils réalisaient même pas que je suis Amir de la soirée. Et c'est une longue histoire. Une fois, j'étais vraiment tapée dans la rue, dans un bagarre dans la rue. Et après ça, j'ai laissé mes cheveux pousser parce que j'ai dit, j'avais tellement mal. C'était vraiment dans les films, les coups dans les côtes. C'était vraiment un bagarre horrible. Et pour moi, c'était... Moi, tout ce qui m'interdisait dès l'enfance, je le faisais. Si, par exemple, vous me dites, ce thé-là, tu ne peux pas le boire, absolument, je le prends et je le bois. Bon, là, un peu moins. Là, je dis, bon, d'accord. Mais quand j'étais un peu plus jeune, je n'acceptais pas. Même dans les cérémonies religieuses en Iran, on a une cérémonie, Tawasul Ashura, qui est vraiment la cérémonie de deuil pour les petits enfants de la prophète, où les hommes sont tous ensemble et ils tapent leur poitrine. Et c'est comme un peu les chrétiens aussi, ils font ça. C'est comme ils tapent eux-mêmes. Une flagellation. Oui, flagellation, justement. Et dans les religions, dans ces cérémonies-là, j'allais comme une fille. J'étais une fille. Mais j'allais comme un garçon avec les hommes comme ça et je disais, celle-là, il ne sait même pas que je suis une fille et il est en train de faire un péché parce qu'il est en train de toucher une fille. En fait, j'étais vraiment en train de jouer avec la mort carrément. C'était comme, prenez-moi. C'était vraiment à cet âge-là, c'était prenez-moi. Mais c'est ce qui est très drôle, c'est qu'à cet âge-là, j'étais obligée d'abandonner ma féminité pour pouvoir être libre, pour faire du vélo. Là-bas, c'était du vélo, vraiment. Mais là, aujourd'hui, ce qui se passe en Iran, c'était le contraire. C'est que les femmes, ils veulent garder les cheveux longs et ils veulent être libres. Et là, après ces 2 ans qu'on a passés, bon, il y a très peu de femmes qui portent les voiles en Iran et ça, c'est vraiment incroyable. C'est étonnant, vraiment. Alors, pour revenir brièvement, ou pas, sur cette question du voile, on sait que l'une des étapes ensuite de votre vie professionnelle, c'est la rencontre avec Ridley Scott et Mensonge d'État, film dans lequel vous jouez avec Leonardo DiCaprio, Russell Crowe aussi. Et d'abord, c'est quelque chose d'énorme pour vous parce que c'est une ouverture sur l'international formidable. Et puis, c'est aussi ce moment où vous apparaissez publiquement sans le voile. Et vous avez dit après que ce qui était finalement le plus choquant pour les conservateurs iraniens, c'était pas que vous soyez apparu sans voile, c'est que vous ayez fait un film américain. Oui. En fait,
moi, entre l'âge de 17 ans et 23 ans, j'ai fait beaucoup de films. Pas beaucoup de films, j'ai choisi vraiment très, comme je veux dire, précieusement, avec beaucoup d'attention, attentivement. Et petit à petit, j'ai joué dans les films où je suis devenue vraiment... je suis devenue la mère de la nation. J'ai joué dans un film qui s'appelait M comme mère, où c'était très, très populaire. En même temps, les gens adoraient ce film. C'était l'histoire d'une mère qui était sacrifiée pour son enfant. C'était un film très bien, en plus. Et aussi, les autorités, ils n'avaient pas assez de problèmes avec moi parce que j'étais très calme. J'étais quelqu'un de très calme. J'étais un peu rebelle là-bas aussi, mais avec mes choix de films. Et quand Ridley Scott, vraiment... il est venu comme une proposition pour que je fasse ça. En fait, pour moi, j'ai jamais fait un casting dans ma vie. Ils m'ont demandé de faire un casting, de lire les lignes. Moi, je regardais les sites, je disais, mais comment je vais faire ça? Et à ce moment-là, c'était pas pour envoyer les tapes, il fallait filmer, après le rendre comme un DVD, envoyer par poste le DVD. C'était en 2007. Et on a fait tout ça. Par hasard, j'étais en train d'aller aux États-Unis et 2 mois et demi aux États-Unis, j'ai fait des castings. Et finalement, ils ont dit, ça y est, bienvenue dans le film. Et à ce moment-là, on s'est rendu compte que parce que je suis iranienne, à cause des sanctions, ils ne pouvaient même pas signer le contrat avec moi. Alors là, c'est devenu une barrière. Moi, je disais, mais en Iran, je ne peux pas vivre, je ne peux pas travailler. Ici, aux États-Unis, je suis iranienne, accès de diable, Axis of Evil. C'était le moment de Bush qui l'appelait l'Iran Axis of Evil. Et finalement, on a trouvé une solution après des mois. Et Ridley Scott, il a vraiment insisté. Il a dit, il faut que George W. Bush me dise qu'elle ne peut pas. Sinon, il faut qu'on trouve une solution. Bref, j'ai fait le film. J'étais vraiment fière parce que c'est Ridley Scott. Et vraiment, il critiquait la stratégie aux États-Unis dans le Moyen-Orient. Le film, c'était... comment aux États-Unis a échoué de faire des bonnes choses dans le Moyen-Orient. Tout est dans l'air, Afghanistan, l'Irak, ils ont tout perdu. C'était ça l'histoire du film. Alors je suis rentrée en Iran, j'ai dit je dois être fière, j'ai fait un film qui critique justement aux États-Unis, mais ce n'était pas le cas. À ce moment-là, quand je suis rentrée en Iran, je suis repartie à Londres, il fallait que je fasse un autre film called Prince of Persia. Et quand ils m'ont dit, tu veux rentrer en Iran ou tu veux rester? Je dis non, je rentre, votre recherche, c'est pas très bien, je vais vous amener des livres. Ça, c'est un peu l'histoire d'arabe, c'est très arabe, votre recherche, ça, c'est pas les Perses, ils faisaient pas ça. Et là, à ce moment-là, quand je voulais partir à Londres pour faire ce film, ils ont pris mon passeport à l'aéroport, ils m'ont pas laissé partir. Et là, ça a duré 7 mois où ils m'ont gardé en Iran. En gros, ils disaient... les Américains, ils veulent me prendre comme un symbole de l'Iran. Et l'attention de Leonardo DiCaprio sur mon caractère, c'est vraiment l'attention des États-Unis sur la région qu'il veut nous prendre. Et moi, je disais, c'est Ridley Scott, c'est pas du tout ça. Ça, c'est le scénario. Ils disaient, non, ils vont tourner le scénario. T'es naïf, tu comprends pas. Finalement, j'ai raté l'autre film. J'avais des interrogatoires après un interrogatoire, je ne veux pas vraiment rentrer dedans. Finalement, le juge, j'étais entre le service secret et le juge national. C'était vraiment des endroits horribles où les espionnes, les gens vraiment avec les ordres et exécutions, j'étais dans le même banquette que tous ces gens-là à l'âge de 23 ans. Et finalement, le juge, et ça c'est vraiment les détails en Iran qui sont dingues, ce juge-là, il a donné les ordres d'exécution de plupart des amis de mon père au début de la Révolution. Ça veut dire, mes amis de mon père ont été exécutés par l'ordre de ce juge qui était mon juge aujourd'hui. Et le juge, là, aujourd'hui, c'est mon fan. Il m'aime. Et moi, vraiment perdue, je ne comprenais pas vraiment tout ça. Il me montrait les photos de moi dans ce téléphone et sur le téléphone de son fils. Et il me disait, en fait, c'était la service secret, c'était contre moi. Un jour, en mois d'août, justement, bientôt, c'est vraiment l'anniversaire du jour où j'ai quitté l'Iran. Il m'a appelé après 7 mois. Il a dit, écoute, toi, ton dossier, c'était 3 pages. Là, c'est ça. C'est la service secret qui a créé ça. Et il dit, c'est quoi l'histoire de ce juge avec cette actrice? Pourquoi il ne donne pas
l'ordre, il ne donne pas le sentence, il ne donne pas le jugement. Et lui, il disait, il faut que nous, on voit le film pour qu'on puisse le punir. Avant qu'on n'a pas vu le film Body of Lies, on ne peut pas lui donner l'ordre. Alors, quel que soit l'ordre, on ne sait pas. Parce que c'est ça qui devient très, très fragile. Parce que l'ordre, ça peut être n'importe quel ordre. Parce que des fois, ils veulent faire un exemple et ça devient vraiment dangereux. Et moi, je dis, il faut que le film sorte. Alors toi, tu as ton passeport, parce que j'ai réussi à récupérer le passeport. Et tu as 24 heures de permission pour sortir. Il m'a juste regardé comme ça et j'ai rien dit. J'ai dit, quoi? Il a dit. Et à ce jour-là, jusqu'au moment où j'ai quitté l'Iran, c'était 5 jours où je devais ramasser un empire que j'ai créé avec 2 valises. J'avais 2 valises devant moi pour prendre une maison avec des chiens, avec des voitures, avec des mémoires. Et je devais tout mettre dans ces 2 valises. Et je savais que je ne vais pas pouvoir retourner. Ça veut dire que tous les problèmes que j'ai eus après, quand je suis allée dans le première de mensonge d'État à New York sans voile, ça, les gens pensent que c'était ça le problème. Mais quand j'ai quitté l'Iran, je savais que je ne vais pas pouvoir retourner en Iran parce que je ne pouvais pas vivre cela, justement. Et à ce moment-là, tout ce que j'ai fait après que j'ai quitté l'Iran, même si j'ai enlevé le voile, j'ai montré ça, un baiser dans le cinéma, tout devenait political. Tout devenait un acte de politique. Tant que j'étais juste une actrice, je voulais juste vivre. Et finalement, j'ai dit, alors vous voulez me couper avec les couteaux de beurre, je mets le guillotine, j'enlève tous ces trucs-là une fois, tuez-moi une fois, et après je suis libre. Parce que c'est vrai, c'était vraiment un acte de suicide, un acte de... Je me suis brûlée, en fait, pour qu'eux, ils ne me brûlent pas, petit à petit. Des fois, je pense que, par exemple, vous avez vu cette fille, Orhu Daryoi, qui a enlevé tous ses vêtements devant l'université à Téhéran. C'est vraiment... Des fois, on fait des actes... Ça, c'est des actes de suicide, ça, c'est des actes autodestructifs, mais on le fait pour dire, moi, je fais ce que je fais à moi-même, mais je ne vous laisse pas faire ça avec moi-même. Je le fais moi-même. Comme si les soldats arrivent... avant d'être violée, je me suicide. Parce que c'est mieux comme ça. Je préfère ça. Et après ça, tout devenu, en fait, tous ces symboles de machin et tout ça, j'avais vraiment quelques années où j'étais pas du tout de symbole. J'étais la pute, prostituée, j'étais vraiment tout ce que vous voulez pas entendre. En fait, mon père, il recevait des menaces énormes où il disait « On va couper les seins de ta fille, on va t'amener sur un plateau ». C'était vraiment... des choses horribles, mais bon, j'ai tenu. Et j'ai appris dans l'histoire que tous ces vagues, ça passe. Comme les régimes qui passent. En fait, les régimes, les politiciens, les dirigeants, ils passent. Ce qui reste, c'est nous. C'est le cinéma, c'est l'art, c'est culture, c'est ce qu'on mange, ce qu'on chante. Et là, le monde devient un peu plus grand. Je ne suis pas très... Pour moi, qu'est-ce que je parle beaucoup, hein? Je vous laisse... Je vous laisse... Mais c'est pour vous entendre que nous sommes ici. Alors, justement, pour rebondir là-dessus, vous avez tout à l'heure évoqué votre premier film, Le Poirier. Et il y a quelque chose qui me frappe dans Le Poirier, et vous en avez déjà parlé aussi, mais j'aimerais vous entendre là-dessus, c'est que pour ce premier film, vous jouez le rôle d'une jeune fille qui doit partir et s'exiler, et pour Paris en plus. Alors vous avez dit un jour que vous laissez vos personnages dans votre chambre d'hôtel, mais ce sont vos personnages qui viennent vous chercher dans votre chambre. Oui, c'est très juste. Oui, c'est ça. Malheureusement, elle meurt très jeune. Mais on ne dit pas ça. Ça, ce n'est pas une partie de personnages qui me cherchent. Mais est-ce que même vous pouvez réaliser ça? Par exemple, prenez un acteur comme Leonardo DiCaprio. Si vous regardez son parcours, il y a un thème dans les films qu'il joue qui se répète. Par exemple, c'est quelqu'un d'un milieu pauvre qui devient riche ou qui veut dire qu'il est riche. En fait, je regarde ça dans certains acteurs. En fait, il y a des cercles qui se répètent dans leur carrière.
Et des fois, je dis, c'est nous qui choisissons les rôles ou c'est les rôles qui nous choisissent. C'est vraiment... C'est très vague. Et pour moi, c'était toujours les filles. Bon, en Iran, c'était un peu plus vaste, les rôles que je jouais. Mais après, quand j'ai quitté l'Iran, c'était plupart les femmes qui voulaient s'émanciper. C'était les femmes en émancipation. Et récemment, je faisais les femmes qui tuent, qui deviennent les guerrières qui tuent avec les flingues, avec les épées. Et c'est devenu vraiment plus... sortir de la tristesse et mélancolie est devenu plus en rage. Et là, c'est pour ça que j'ai envie juste de faire des comédies. Je veux pas du tout s'émanciper, je veux pas tuer les hommes ou les femmes. Je veux juste... en fait, il y a une certaine légèreté où je cherche, où j'ai dit j'ai assez s'émancipé, j'ai assez tué. Là, il est de temps de rire, justement. Et c'est vrai que moi, je pense que les rôles qui nous choisissent, ce n'est pas vraiment au hasard. Il n'y a pas d'hasard, vraiment. Alors, est-ce que votre arrivée en France a correspondu aussi à votre attente du point de vue de cette légèreté de cinéma? Moi, je me souviens d'un film, c'était un court-métrage, c'était le court-métrage de Louis Garrel, La règle de 3, qui est un film, pour moi, que je trouve vraiment important. Est-ce que ce film, pour vous, il a compté, ce court-métrage? Oui, mon arrivée en France, en fait, quand j'ai quitté l'Iran, je suis allée partout. Je suis allée aux États-Unis, à Los Angeles, je suis allée... En fait, je ne savais pas où je vais vivre, parce que je ne savais pas comment je vais vivre à Berlin, au Caire, aux États-Unis. Et finalement, parce que j'étais déjà française, parce que mon mari, à ce moment-là, il était française, on est retourné en France. C'était encore hasard, mais il n'y a pas d'hasard. Et en France, j'étais vraiment un enfant sauvage. En fait, en Iran, on ne s'assoit pas autour d'une table et manger et parler. En fait, on fait la fête. On fait la fête, on danse, on chante. Et au début, je me souviens, en France, quand j'étais assise à la table, je pensais... J'étais comme dans une prison. En plus que je ne parlais pas du tout français, c'était vraiment étouffant. Je ne connaissais pas les noms des fromages, des vins, des régions... l'histoire de maîtresse, amant, les choses complètement culturelles. Et cette espèce de Baudelaire, mélancolie, français et torture, où les gens aimaient torturer quelque part, et la psychologie, Jules Jim, Truffaut. En fait, je ne connaissais pas du tout. Et j'étais face à un peuple où c'était très différent. Même physiquement, c'était différent. Les Français, ils sont plus maigres et plus square. En Iran, les gens, ils sont un peu plus... les gens, ils sont plus dans leur corps, généralement. Hein, on ne veut pas généraliser. Mais bref, j'étais vraiment perdue. Et justement, Louis Garrel, c'est vraiment la France de Paris Saint-Germain-des-Prés. On a fait ce court-métrage, je ne comprenais pas du tout. Il ne parlait pas très bien anglais, je ne parlais pas français. On était vraiment comme Dupont et... En fait... il me disait, tu es en train de pêcher? Je disais, non, je suis en train de pêcher. Et il disait, oh, j'ai pensé que tu es en train de pêcher. C'était vraiment dans ce genre de conversation, on était. Et je ne comprenais pas du tout. Les rapports des êtres humains, je ne comprenais pas du tout. Comme ces histoires des rapports entre... juste des choses simples comme maîtresse, amant, des choses qui sont très ancrées dans la culture française. Pour moi, c'était comme... Mais quoi? Mais comment les gens ils peuvent faire ça? C'était vraiment choquant, très choquant. Ça m'a pris beaucoup de temps. En fait, quand on dit qu'on parle une langue, c'est pas qu'on parle la langue, mais on parle le langage du corps, le langage de culture, le langage des fromages, de Roquefort, de Bordeaux, de Bourgogne, des gens de Normandie, leur accent, des gens du Sud, des bières. En fait, et le centre de la France, la tristesse, en plus Baudelaire, Rimbaud, tout ça. Et ça, c'était vraiment... C'était une cour intense. Et j'étais obligée de vraiment quitter ma culture à moi pour plonger dans l'océan de la France, de pouvoir comprendre c'est quoi la France. Et heureusement, les gens comme Louis Garrel et aussi mon grand maître, mon beau-père Jean-Claude Carrière, Nahon Tajatot, India Matavi, qu'elle est là, vraiment... C'était vraiment les gens qui m'ont un peu appris la France. C'est toujours India qui me dit, tu sais, la France, il faut que tu lis un peu la littérature pour comprendre c'est quoi, en fait,
quand on est Madame Bovary ou tous ces trucs-là, il faut que tu le lises. Je ne sais pas s'il y a des Français ici, mais là, j'aime la France. Pourquoi? Parce que je connais tellement bien. Quand les gens râlent, je dis, oh, les Français, que je les aime, que je les aime. On va en Inde, on va dans les paradis du monde, on entend toujours quelque chose. Il y a quelqu'un qui râle, c'est la bouffe qui ne va pas, c'est quelque chose qui ne va pas. Mais moi, j'ai beaucoup de compassion. En fait, je dis, maman, mais c'est tellement... En fait, je dis, oh... Moi, je dis, la France, c'est toujours... C'est une nation adolescente. Adolescente de pas 16 ans, 17 ans, c'est adolescente de 13 ans. C'est vraiment les gens qui pensent au centre du monde, qui ont le droit à tout avoir. Et si on ne les donne pas tout, ça ne va pas du tout. Et il faut tout avoir. C'est ça. Et ils râlent tout le temps, ils n'écoutent personne, ils pensent qu'ils savent tout, de partout. Et ils sont très, comme les adolescents de 13 ans, très unpredictable. Ils sont très surprenants. D'un coup, ils font des actes où ils disent, on dit, waouh, ça c'est vraiment surprenant. Et sans patience, vous voyez, les adolescents de 13 ans, ils n'ont pas de patience. Ils veulent tout à ce moment-là. Et si ce n'est pas là, on va aller manifester et dire, ah, ça c'est pas là, c'est pas possible. Et moi, pour moi, ça, j'adore ça. Comme je regarde et je dis, mais oh, je travaille avec les Afghans, je travaille avec les gens en Afrique et en Inde, et je vois les peuples différents et je dis, waouh. Par exemple, la résilience du peuple afghan. En fait, récemment, je vais arrêter bientôt. Récemment, j'ai fait un film où j'entends les histoires des filles, des femmes de mon âge qui ont été violées de l'âge de 6 ans jusqu'à 13 ans par leur père, tous les jours. Et leur père était le mollah de mosquée qui donnait la prière et il violait ces filles ensemble. Et je regarde cette fille qui est à côté de moi. Je dis, mais t'es vivante? Ça va? Elle dit oui. Comme elle chante, elle danse, elle existe. Et je dis, wow, la résilience de ce peuple. Comment? Parce que nous tous, on est toujours en contact avec les poisons, certains poisons dans notre vie, dans notre destin. Et qu'est-ce qu'on fait de ce poison? Est-ce qu'on le rend un remède pour nous-mêmes et les autres ou pas? Et voilà, je crois, c'est ça un peu l'histoire. C'est que les poisons ouais, je retourne pas au français. Ça va. Alors, moi, ce qui me frappe aussi dans vos rôles, c'est qu'ils peuvent être plus ou moins légers, mais que, effectivement, cette culture dont vous venez de parler, en particulier la culture littéraire, est quelque chose qui vous obsède, vous habite dans le choix de vos rôles. Jusqu'à ce film tout récent, de 2024, qui s'appelle « Lire Lolita à Téhéran ». En quoi faire ce film était-il important pour vous ? Moi, vraiment, une des seules choses où j'ai fait toujours attention pour choisir les films, c'était le message de film. À la fin, c'est quoi la globalité du message de ce film qui est en train de se passer? Et si je n'étais pas d'accord avec ce message, je ne pouvais pas le faire. Comme quand j'ai quitté l'Iran, je suis allée aux États-Unis et les Américains, ils veulent mettre tout le monde dans une case. Et ils me proposaient seulement le rôle de terroriste, le rôle d'une femme iranienne, libanaise, iranienne. Et moi, je disais, je ne vais pas quitter l'Iran pour faire des films comme ça que je ne crois pas du tout dans l'histoire. Je ne peux pas le faire. Je ne pouvais pas le faire. Même si j'avais vraiment besoin de travailler, je ne pouvais pas le faire. Et justement, c'était cette raison pour laquelle, 17 ans, j'ai dit non à tous les films qui étaient liés à l'Iran. 17 ans, j'ai fait une sorcière dans Pirates des Caraïbes, ou une femme espagnole dans Altamira, ou New Jersey avec Jim Jarmusch, ou Tyler Rake, on ne sait pas, des trucs de folie, mais tout ce qui était lié à l'Iran, même mes agents, je disais non, je ne le fais pas. C'était aussi peut-être un mécanisme de défense. Je me protégeais de le mal que j'ai vécu en cette perte de l'Iran.
Et finalement, cet réalisateur, Aaron Ricklis, qu'on a fait déjà un film ensemble, Shelter, Refuge, il a pris le droit de livre de Azar Nafisi, Lire Lolita à Téhéran. Il est venu vers moi, il a dit on va faire le film. Je dis bon, c'est l'Iran et tout ça. Et c'était avant le mouvement de la révolution Femmes et Liberté. Et aussi, c'est drôle, même pour nous, avant ce mouvement-là, quand les gens parlaient de voile, on disait quand même. On pense que tous les problèmes des femmes en Iran, c'est voile. Non, c'est beaucoup plus que voile. C'était vraiment, même notre mentalité, c'était comme ça, parce qu'on ne voyait pas vraiment la base du problème, la racine de la problème, que c'est en fait le voile. Le voile, c'est le problème. C'est le mur de Berlin. Et le film aussi, ça parle beaucoup de ça. Je disais, Et je me suis dit, il ne va jamais pouvoir monter ce film, il ne va jamais pouvoir trouver l'argent. J'ai dit, d'accord, on va le faire. On va le faire, mais je sais que ça va être comme un des films qui ne vont pas monter le film. Et 6 mois après, il m'a appelé, on a trouvé l'argent, on va faire le film. Moi, j'ai dit, quoi? Non, mais non, là j'étais vraiment face à une chose, j'ai dit oui, et je n'étais pas du tout prête à faire. J'ai dit, écoute, attends, on va lire le scénario, on va voir. Et je me souviens, j'étais en Afrique du Sud, je faisais la série d'Invasion, et on a lu le film sur Zoom, et j'étais vraiment bloquée. Mes émotions complètement bloquées pendant tout le long de film. Et à la fin, quand on a fini de lire, j'ai explosé en larmes. Je ne sais même pas pourquoi. J'étais juste en larmes, je pleurais, je ne pouvais pas arrêter. Je me suis dit, peut-être c'est ça ce film. Peut-être il y a quelque chose dans ce film qui vaut le faire. Et c'est drôle le timing, parce qu'on a commencé le tournage, on a commencé en 2017. Il y a longtemps. Et on l'a tourné en 2023. Et le mouvement a commencé en 2022. Et c'est devenu beaucoup plus lourd parce qu'on parlait justement les histoires de voile où on savait en Iran, ils ont tué des milliers de personnes à cause de cette histoire-là. Et là, on était en train de raconter cette histoire de voile. Et c'est pour ça, c'est pourquoi c'est important cette histoire de voile. Et pourquoi là, aujourd'hui, on a gagné parce que les filles sont sans voile en Iran. Et le gouvernement, ils disent rien parce que quelque part, ils l'ont perdu. Le gouvernement, le régime a perdu. Et les femmes, ils sont sans voile. Même si le régime n'est pas renversé, même si les choses ne sont pas changées complètement, mais on a gagné quelque chose. Les gens en Iran, ils ont gagné quelque chose. Et Lolita, pour moi, c'était un peu ça. C'était la première fois où je parlais en farsi, où j'avais très peur. Je pensais, je vais être muet, comment je vais parler ma langue natale devant la caméra. Et c'était sublime. Je dis toujours que c'était comme s'il y a des headphones avec des fils, et jouer en français, anglais, les autres langues, c'est vraiment comme les téléphones anciens, les noirs, où on mettait les doigts dedans. Et là, jouer en farsi, c'était à travers Bluetooth. C'était d'un coup, tout roulait tellement bien. C'était incroyable. Et après ça, j'ai dit, tous les films qui est lié à l'Iran, je vais les faire. Je veux tout faire là qui est lié à l'Iran. Je veux parler ma langue natale. En fait, je suis retournée finalement après 17 ans. Après atteindre les sommets, je suis retournée en Iran. Voilà, je suis dans mon pays là. Même si je suis là, mais je suis dans mon pays. Alors justement, le cinéma... Le cinéma iranien a vraiment le vent en poupe en ce moment. Dans les festivals internationaux, Mohamed Rassoulov, Jafar Panahi ont des prix. J'imagine que ce n'est pas forcément facile de tourner pour eux, parce que ça reste un cinéma un peu de contrebande. Et vous avez dit par ailleurs que les cinéastes iraniens qui sont autorisés à venir à l'étranger, ça pose peut-être un problème, parce qu'eux-mêmes sont parfois des informateurs du régime. Alors comment vous situez, vous, par rapport à ça? Est-ce qu'il n'y a pas quelque part quand même une frustration de ne pas pouvoir tourner avec des gens pour lesquels vous êtes faite pour tourner? Wow, c'est très, très difficile, parce que là, aujourd'hui, il y a une nouvelle vague de cinéma iranien qui c'est même plus nouveau que Asghar Farhadi.
En fait, la première vague, c'était Makhmalbaf, Kiarostami. Après, c'est devenu un peu Farhadi. Et là, il y a une nouvelle vague qui arrive comme Saïd Roustahi, comme c'est un cinéma qui est très, très différent. C'est pas certainement auteur, c'est quelque chose entre auteurs populaires, et aussi techniquement, c'est très, très fort. Et je regarde tout ça. Et c'était le moment du festival de Cannes où j'ai rencontré les jeunes qui venaient de Téhéran et on a donné un rendez-vous dans un bar à Paris. Et je les rencontre, je les regarde, je dis mais comment vous êtes beaux, comment vous êtes intelligents, comment vous êtes incroyables. Et moi, c'est comme une barrière entre moi et eux parce que même s'il y a une photo d'eux avec moi, il faut qu'ils expliquent pourquoi ils étaient avec moi. C'est très très difficile, c'est vraiment très difficile. En même temps que, par exemple, Rasoulov est là. Jafar, il est vraiment un char. Jafar, il n'a pas peur. Jafar, il peut tout faire. Même s'il retourne en Iran parce qu'il il a passé des années en prison. Il est vraiment fort, Jafar. Et là, Rasoulov, il est avec nous. Et les autres jeunes, en fait, c'est mon rêve. C'est mon rêve, pas seulement... c'est moi qui veux apprendre d'eux parce que là j'ai l'impression j'ai raté 17 ans de ce pays où la jeunesse et l'art est une chose tellement existentielle, c'est pas du tout intellectuel. L'art en Iran c'est quelque chose où on respire l'art. L'art c'est notre existence. L'art et culture c'est quelque chose que le peuple iranien a tenu pendant les invasions des Arabes, des Moghols. On a réussi à tenir nos traditions, notre langue. On parle toujours farsi à cause de grands poètes Ferdowsi. On a réussi. On est un peuple qui, même malgré les régimes comme les régimes qu'on a aujourd'hui, on tient l'âme de culture et l'art. Et ça, c'est vraiment extraordinaire. Que ça touche pas. Parce que on préfère de mourir comme les gens qui meurent en Iran, mais on lâche pas ça. C'est pour ça l'Iran... c'est pas une géographie. L'Iran, c'est une culture qui est de plus en plus, je vieillis. Non. Je rentre dans l'âge, je veux dire. Je réalise à quel point l'Iran, c'est dans mon sang. Et l'Iran, c'est pas la terre. L'Iran, c'est ce qu'on porte en nous. Même si il y a certains qui parlent même pas la langue, mais on célèbre notre nouvel an, c'est Nowruz. On va célébrer toutes les cérémonies zoroastres, toujours. On les tient. La poésie, c'est toujours le hafez, c'est toujours sur la table de n'importe quel Iranien. En fait, c'est ça l'Iran. Et c'est pour ça l'Iran n'a jamais été envahi. En fait, qui peut envahir l'Iran? Oui, ils peuvent bombarder, ils peuvent le déchirer. Les régimes, il faut le exposer de l'intérieur. Mais l'Iran reste l'Iran parce que l'Iran est en moi. Et tant que je vis, l'Iran existe en nous, en chaque... Et nous, on est les Irans mobiles, quoi. Et ce que vous voyez, c'est l'Iran, voilà. Alors, vous nous avez dit comment le film de genre, ce qu'on appelle le film de genre, finalement, gagnait aussi l'Iran. Et puis, il gagne aussi votre filmographie, puisque vous vous aventurez sur des terrains où vous n'étiez pas avant. Tout à l'heure, vous avez parlé de la série Invasion. Et puis, on en vient au film qui va être montré à Locarno et qui était à Cannes, le film de Julia Ducournau. Vous avez tourné dans d'autres films de genre avant, films de zombies, des choses comme ça. Et à chaque fois avec beaucoup de bonheur, je trouve. Qu'est-ce qui vous pousse à continuer comme ça sur cette voie-là ? C'est drôle, j'ai jamais réalisé que ces films-là, c'était les films de genre. Après, j'ai réalisé que c'était les films de genre parce qu'il allait dans les festivals de films de genre. C'était des cases pour moi, je ne le comprenais pas. Mais par exemple, La nuit a dévoré le monde, pour moi, c'était métaphore de notre monde où les gens deviennent de plus en plus zombies dans ça. On est les zombies qui bougent comme ça sans regarder. Pour moi, il y avait vraiment l'histoire de métaphore et qui reste. Le film Rokia, qui est encore un film de genre, c'était vraiment un chasse à sorcières, une femme qui était une femme libre et les hommes, ils voulaient vraiment le brûler carrément.
En fait, pour moi, c'était vraiment la drame et l'histoire qui m'attirait le plus. Bon, Invasion, c'est un film de sci-fi. C'est très intéressant. Je ne sais même pas comment j'ai atterri dans cette série-là. Et le film Alpha, finalement, je ne peux pas dire c'est un film de genre parce que je crois que le film de genre n'existe pas pour moi en général, parce que je crois qu'il y a des films, mais Alpha, j'espère que vous allez voir. C'est un film sur les traumas transgénérationnels où on passe les sacs à dos énormes qu'on a des fois des générations avant à la génération qui sont en train de venir, et on se retrouve des fois avec des sacs à dos gigantesques qui ne nous appartiennent même pas, et on doit passer notre vie avec les thérapies, avec des plantes médicinales, avec des breathwork, avec du yoga, avec de tout ça, de pouvoir enlever tous ces trucs-là qui a été donné à nous, des conditions de la société, de notre famille, de tout ce qu'on a vécu, qu'on est vraiment, ça ne nous appartient pas. En fait, on dirait que le monde aujourd'hui est contre authenticité. Tout ce qui est authentique doit être comme les autres choses. Et là, on doit retourner et retrouver l'authenticité qui n'a été volée de nous depuis l'âge de très petite. Et je crois que ça, c'est vraiment le voyage de chaque être humain, de retrouver cette authenticité et descendre de la chaise d'attente, de la chaise d'expectation, et dire je suis n'importe quelle personne que je suis, mauvais ou bien. Je suis telle que je suis, comme une fleur. Tous les fleurs, ils ont une place dans ce monde, et on n'est pas obligé d'être pareil. Même si les régimes, le système, le social media, il veut que nous, on se ressemble tous à l'un et l'autre. Et je crois, Alpha, je crois vraiment... Moi, quand j'ai vu ce film... Moi, je suis très objective avec les films. Des fois, je fais les films, je sais que c'est raté complètement, ça ne va pas du tout. Mais Alpha, c'est un film... si vous laissez vraiment... Ça va vous prendre dans telle émotion, ça va vous injecter telle émotion. Moi, vraiment... c'est rare, c'est un des plus grands cadeaux de ma vie, ce film. Et c'était à tel point où, après Alpha, je n'ai pas pu tourner. J'étais obligée d'annuler les tournages après Alpha parce que ce film m'a complètement écrasé, détruit. Et même après le film, si vous allez le voir, vous allez être crevé. C'est vraiment un film crevant, mais à la fin, on peut respirer parce que, justement, même si on enlève notre peau de ce sac à dos, on est plus libre à la fin quand on accepte d'avancer un peu plus libre sans les sacs à dos qu'on porte de deuil, de la tristesse de nos parents, de notre mère, nos grands-mères, tout ce qui est vraiment injecté en nous. Allez-y voir ce film, c'est vraiment incroyable ce film, je vous dis. Est-ce qu'on retrouve dans ces choix de films, de genre ou pas de genre, mais justement quelque chose qui a à voir avec une culture qui pourrait être iranienne, de la fable, du conte, cette idée qu'on va vers ce qu'on veut, mais peut-être indirectement par une histoire qui raconte autre chose que ce qu'elle paraît raconter? C'est très juste ce que vous dites, parce qu'on a tellement de contes. Le livre de Ferdowsi, c'est rempli de contes. Et vraiment, je me demande parfois comment Disney ou Netflix, ils n'ont jamais fait quelque chose sur les histoires iraniennes, parce qu'on a les plus beaux contes qui existent. Même récemment, Disney, presque, ils voulaient faire un truc, il y a quelque chose qui s'est passé, ils l'ont arrêté. Et on ne comprend pas vraiment pourquoi. Et justement, c'est ça, c'est que notre culture, c'est très métaphorique. Et tout est possible. Par exemple, l'histoire de Césarien, Ferdowsi, il parle de ça parce que Rostam, le plus grand héros mythique d'Iranien, il était tellement grand dans la ventre de Rudabeh qu'ils étaient obligés d'ouvrir le ventre de Rudabeh et le faire sortir. Ça veut dire que dans le XIIIe siècle, même avant, Ferdowsi, il parlait de Césarien, que ça, c'est possible de faire sortir un enfant comme ça de ventre. Ou Zol, par exemple. En fait, le grand-père de Rostam, c'est Zol, c'est moitié même oiseau, moitié humain. Ou aussi Zahak. En fait, il y a tellement de contes dans... Et c'est vrai que, bon, l'histoire du cinéma, c'est les contes. Et films de genre aussi. C'est pour ça, peut-être que je ne réalise pas, c'est les films de genre. Parce que pour moi, le genre n'existe pas, c'est les contes. Oui, le monde peut être rempli de zombies et on va survivre dedans.
Ou Rokia, oui, ça peut être un chasse, un sorcière, où il met le feu dans l'appartement de quelqu'un, mais c'est normal, c'est possible. Et dans le XIIIe siècle, c'est normal. On ouvre la ventre d'une femme de côté et l'on sort Rostam. Oui, c'est dans les contes, on raconte à nos enfants, et c'est très possible que ton grand-père est un oiseau. Et pour moi, c'est normal. Je ne le vois pas comme dans le film de Julia. Oui, ces gens deviennent pierres. Oui, c'est une métaphore, mais derrière, on comprend tout parce que c'est un langage. Métaphore, c'est un langage, il faut la connaître pour pouvoir avoir une relation avec la langage de métaphore, la langage des symboles. Pour moi, c'est très, très simple de les lire. C'est presque banal, comme ouais, c'est quelqu'un qui est Pierre. Oui, c'est très banal, oui. On peut passer quelqu'un qui est Pierre là, et pour moi, c'est il est devenu Pierre, oui, c'est possible. Comme dans la Bible, quelqu'un qui retourne, il ne faut pas retourner et regarder, ça devient Pierre. Oui, des fois je dis, dans la vie, il ne faut pas retourner parce qu'on devient des pierres. C'est possible. Alors, en parlant de langue, justement, dans le film de Julia Ducournau, il y a aussi une autre langue qui est le berbère, le kabyle. Là aussi, ce multilinguisme, ça fait partie aussi de votre palette d'expression et ça a aussi à voir avec la musicalité de votre musicalité, si j'ose dire. Oui, j'ai joué dans 8 langues du monde et c'est fou, mais la langue, comme je le parle encore, c'est une chose sonore. C'est la sonorité, mais je dois vous dire que le langage kabyle, c'est la langue plus impossible que vous pouvez imaginer. C'est 3 consonnes qui collent à l'un et l'autre. C'est un truc qui est impossible à même prononcer. Et c'était très important pour Julia. Et on a beaucoup, beaucoup travaillé, Tahar aussi, moi aussi, pour que ça soit vraiment bien. Même si on aurait censé être la 2e génération qui sont presque nés à Paris et tout ça, mais on parle toujours la langage. Mais moi aussi, ça c'était juste une des choses que je disais, c'est possible. Quand Anup Singh, justement, on a montré Song of Scorpion ici à Locarno, il m'a dit, le film est en hindi. J'ai dit, d'accord, je vais apprendre l'hindi, on va le faire. Oui, c'est possible. Parce que la langage, c'est pas seulement la langage, mais c'est une chose sonore. Là, j'aimerais bien faire des films muets. Je crois. Je crois que c'est mieux le langage de silence, c'est mieux. Bon, appel au réalisateur, effectivement. Oui. Je pense qu'on a peut-être le temps de poser une question ou deux, puisqu'habituellement, il y a un micro qui peut circuler. Donc, si vous avez envie de poser une question à Golshifteh. Allô ? Oui. Merci pour tout votre parcours, c'est merveilleux. Avez-vous pas envie de passer derrière la caméra pour raconter votre histoire, vos histoires, et l'histoire de Perse par rapport au poème de Rumi, par exemple, si cela vous touche dans la sonorité? Merci de poser cette question. Vous savez Kiarostami, il disait si vous trouvez un bouton qui est un joli bouton, seulement là vous pouvez faire un manteau pour le bouton. Et moi, longtemps, je ne trouvais pas le bouton. Et finalement, j'ai trouvé un bouton où j'ai dit peut-être que ça, c'est une histoire qui peut être racontée, qui est vraiment l'histoire de ma grand-mère qui s'est suicidée, s'est brûlée. C'est vraiment justement encore les histoires transgénérationnelles et tout ça, les traumas transgénérationnels. Mais à vrai dire, à un moment donné, je me suis dit combien de vies j'en ai et combien de temps j'en ai. Et j'ai travaillé 28 ans. Et j'ai fait 67 films. Et là, je dis, passer à la réalisation, là, c'est en plus que je sais c'est tellement difficile. En même temps que j'ai une grande chose à côté qui est la musique qui m'attend. C'était vraiment... j'ai dépassé ces temps de vie, vraiment. Même si je connais bien le cinéma, comme je sais qu'est-ce qui marche pas, je connais le technique. Mais je crois que là, ce que j'ai envie de faire, c'est de vivre. C'est de récupérer toutes ces années où j'ai travaillé le soldat,
conditionnée à servir. Là, je veux juste venir ici en Suisse, manger de raclette, en fait, oui, crème double, aller sauter dans les rivières, aller au Centovalli, manger le risotto. C'est vraiment... je pense que j'ai raté plus en ça que d'autres choses au niveau... J'ai l'impression, si je mords aujourd'hui, je dis, dans le tombe, je dis, ça va, j'ai assez donné. je suis bien là. Mais peut-être, je sais pas, peut-être que si moi je vais faire ça, je vais être vraiment bored et ennuyée à mort et je vais retourner comme, je vais réaliser un film. Mais je crois que pour le moment, j'ai plus envie de vivre, juste en silence. Rumi, il dit, pour qu'un bambou devienne une flûte, il faut que la flûte est vide. Et c'est seulement comme ça qu'une mélodie peut rentrer en flûte. Sinon, si bambou était rempli, il n'y a pas de mélodie qui peut rentrer dedans. Et là, je cherche cette vide, cette silence où il n'y a rien, où je veux juste devenir une flûte, muet. Alors, il y a une main qui se tend là-bas, madame. Merci beaucoup pour les millions de choses que vous avez dit. Une chose que j'ai toujours pensé, et je suis d'accord avec vous, que si je devrais choisir entre devenir aveugle ou sourde, je préfère de devenir aveugle. Et puis, je vous demande une chose. Vous l'avez dit à un certain point, c'est-à-dire, vous pensez que si on développe très fort son identité, peut supérer le trauma d'avoir dû s'en aller de sa patrie. Vous pouvez m'expliquer un tout petit peu plus? Comment? Juste encore redites la question. Oui, la question est, vous l'avez dite dans votre discours, si on réussit à développer beaucoup son identité, on peut supérer le trauma de avoir laissé sa patrie, comme vous l'avez fait. Dépasser, excusez-moi, dépasser le trauma, come si dice, le trauma d'avoir abandonné sa patrie, comme il est succédé, Oui. vous avez dû faire. D'abord, j'espère que vous n'allez pas devenir ni aveugle ni sourd. Ça ne va pas arriver. Ça, c'est pas possible. Vous allez voir et entendre éternellement. Et je crois, en fait, on ne peut jamais abandonner la patrie. En fait, la patrie est en nous. En fait, je crois ce qui se passe, l'histoire de l'exil, comme je pense, j'ai dit une fois, c'est comme on a une cimetière en nous, on a une tombe. On a une tombe en nous où ça bouge jamais, cette tombe-là. Comme un deuil, le deuil qui ne change jamais. Mais quand on est en deuil de quelqu'un qu'on aime tellement, on ne mord pas dans le deuil, mais cette tombe, on commence à planter les fleurs, on commence à... En fait, avec les plantes, les tombes deviennent de plus en plus invisibles. Les tombes existent. Pour moi, cette blessure, cette cicatrice existe en moi. De ne pas pouvoir retourner dans mon pays natal, qui est tellement en moi, c'est très très lourd. Mais en même temps, je l'ai en moi. Le tombe est là, mais je ne le trouve plus. Parce que j'ai été plantée tellement de fleurs autour où je vois plutôt la verdure que le tombe. Mais la cimetière est toujours en nous. C'est vraiment l'exil, c'est comme un deuil. C'est les deuils où on n'oublie jamais, un deuil d'une proche. C'est comme on a une grande boule dans notre poche et c'est très lourd. Mais la taille de ce boule-là, ça ne change pas.
Mais on dirait que la poche devient plus grande. Notre existence devient plus grand et on a plus d'espace pour cette boule qui est tellement lourde et brûlante. Et moi, je vis l'exil comme ça et ça devient quand même une force en moi. Je dis toujours, peut-être au début en Iran, j'étais solide, comme de l'eau, j'étais de la glace. Après, je suis venue en exil, je suis devenue un peu liquide, de l'eau. Après, j'ai évaporé comme gaz. J'étais comme, je n'existais pas. Et là, après 18 ans, je retourne comme une grêle. Comme je suis retournée à solidité, où je retourne par terre et j'existe encore. Mais c'est le voyage de l'eau. On doit dépasser par toutes ces étapes parce que si on ne devient pas gaz, on ne va jamais pouvoir retourner comme encore liquide. Il faut qu'on dépasse tout ça. Il n'y a pas de shortcut. Il faut qu'on va dans le cœur de feu et de cœur de feu, on peut toujours recommencer. Il faut s'asseoir dans les endroits qui ne sont pas confortables, comme exil. Voilà, je me suis bien brûlée, devenue gaz, et là, je suis de retour. Monsieur. خواستم چند کلمه به زبان فارسی بگم و آفرین گلشیفته، افتخار بزرگی است. خوش اومدی به فستیوال شهر لوکارنو و هیجان زده شدیم ما همه ایرانی‌ها و افتخار بزرگی برای کشور ایران هستی و سینما بدون شما فکر نکنم هیچ موقع معنی در رابطه با زنان ایرانی داشته باشه و واقعا خوشحالیم از این بابت و امیدوارم که هنرپیشه‌های زنان ایرانی دیگرم روزی به این بزرگی و افتخار شما برسن. Merci, Jonathan. Il faut que vous nous traduisiez cette intervention de monsieur. C'était une déclaration très, très touchante que je suis timide de traduire. Mais merci beaucoup. Merci. Merci, Jonathan. Golshifteh, vous avez dit que récemment, et ça va dans le sens de ce qu'on a entendu un peu avant, que maintenant, à l'âge que vous avez, vous n'étiez plus obligé d'être une représentation de vous-même, mais que vous saviez maintenant qui vous étiez. Et donc que maintenant, les représentations qui ne sont plus toujours, qui ne sont pas vraies, vous les évitez. Est-ce que la question qui vous a été posée par monsieur sur le fait de faire du cinéma en tant que réalisatrice, ça correspond à ça aussi, cette idée maintenant d'être vraiment, peut-être encore plus créateur en étant scénariste, cinéaste? Oui, en fait, représentation. En fait, quand on joue les rôles, moi, je pense toujours qu'on est ce flûte-là, parce que les personnages, ils rentrent en nous. On est en train d'être vide pour laisser les personnages entrer en nous. Pour moi, cette chose sur, voilà, être soi-même, être honnête avec soi-même, être bien dans le soi, c'est plutôt comme... c'est retourner justement dans cette authenticité de pouvoir dire, moi, en fait, là, j'ai envie de vivre plutôt que faire quelque chose. En fait, on dit les êtres humains, human beings, mais je crois que l'humanité a oublié d'être. On est devenu les faire humains. On existe en faisant les choses parce que la société nous a dit, si tu ne fais pas les choses, tu n'existes pas. Mais on existe, mais même si on ne fait rien, on existe. Et moi, j'ai l'impression, j'étais tellement un faire humain toute ma vie jusqu'à cet âge-là. Faire humain. Human doing. Mais là, je crois, de retourner et me permettre, comme quelqu'un qui est complètement workaholic, et qui pense si elle ne travaille pas, elle n'existe pas, elle ne mérite pas justement d'exister parce que c'était l'éducation de mon père, parce qu'il est vraiment un socialiste, de marxiste très sérieux, qui disait vraiment, tu existes tant que tu sers le masse.
si tu ne sers pas le masque, si tu n'as pas une vie de service, tu n'existes pas. Alors pour moi, j'ai vécu ça, que je dois servir. Mais là, j'ai l'impression que là, je veux être plutôt... J'ai réalisé que malgré ce qu'il disait mon père, même si je fais rien, j'existe. Je peux aller dans un village ici, à Locarno ou en Suisse, et juste être assis sur une montagne, et j'existe, même si je fais rien. Et je veux expérimenter ça. En fait, une fleur, c'est quoi la mission d'une fleur dans ce monde? C'est juste d'exister et être jolie. Et je crois que les êtres humains aussi, on peut être des fleurs, on peut exister et être jolie. Et même si on fait rien, on existe. Je ne suis pas d'accord avec cette fameuse phrase que, comme je pense, j'existe parce que je pense. Non, j'existe même si je ne pense pas. En fait, j'existe exactement quand je ne pense pas. Comme cette phrase de mindfulness. Mindfulness, comment un esprit rempli peut être libre? Non. En fait, cet esprit doit être un peu vide que pour devenir un peu rentrer dans le soi, dans le corps. On a oublié le corps. On est tellement dans notre tête tout le temps. Et cette angoisse, là, vous voyez la nouvelle génération, ils sont tellement angoissés avec des angoisses énormes parce qu'ils pensent que qu'est-ce qu'ils vont faire, comment ils vont retrouver la vie. Mais c'est parce que c'est la société qui dit il faut que tu fasses ces choses, il faut que tu sois avec beaucoup de succès, il faut que tu es fameuse, il faut que tu aies des followers sur Instagram. Et là, tu existes, oui, tu es important. Ça, c'est terrible. C'est terrible, mais je crois, nous, on peut tous pratiquer d'être quelques minutes par jour des êtres humains au lieu des fers humains. Juste être. C'est pas la peine où on vient, qu'est-ce qu'on fait, combien de films on a eu. Comme justement en France, les discussions, c'est quelle exhibition vous avez vue ou quel livre, les nouvelles livres, les nouvelles... Mais si je vois rien, si je lis rien, si je fais rien, j'existe. Et je mérite d'exister. On mérite tous d'exister, même si on fait rien. Et finalement, si je vous suis bien, ce qui compte, c'est de rester amoureuse des fleurs, non? Comme le prénom sous lequel on vous connaît et qui vous a aussi été donné par vos parents, nous l'indique, Golshifteh. Golshifteh, oui. La fleur follement amoureuse ou amoureuse des fleurs, oui. Voilà. Mais écoutez, je vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci, vraiment, merci.